Donc on avait une telle pression parce que ces gens-là, on ne pouvait pas les abandonner, les laisser dans la merde, que j'ai emprunté de l'argent. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse. Je sais pas trop si vous savez qui je suis. Je suis un mec, j'essaie de faire des vidéos. Ça faisait un petit moment que j'étais pas là. Vous m'avez envoyé beaucoup de messages. J'étais à Dubaï. Et ce que vous voyez là, ce n'est pas un bec de lièvre. Non, je n'ai pas mangé du caca. Je suis pas complètement fou. J'ai juste bu de la pisse. En même temps, c'était hyper bien payé. Messieurs, dames, on se retrouve pour la petite vidéo. Messieurs, dames, on se retrouve pour la petite vidéo actu du samedi. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale où mardi vous avez la deuxième partie de la vidéo réaction au reportage incroyable d'Off Investigation sur Jean-Marc Morandini. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. D'ailleurs on va commencer par un truc qui n'a rien à voir avec l'actualité. Je vais vous partager une des expériences que j'ai vécues à Dubaï. Alors, c'est pas exactement à Dubaï, c'est dans un autre émirat, à Ras Al Khaimah, mais je sais pas si je le prononce bien. Et donc, ça s'appelle le Jayce Flight. C'est une tyrolienne la plus longue du monde. Elle fait presque 3 km. Vitesse de pointe, 160 km/h. Vous êtes à l'horizontale comme ça. C'était incroyable, au milieu des montagnes. Voici une petite vidéo. Oh my god! Woo! On va dépasser Teddy. Teddy, je te baise. Waouh. Waouh, 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 waouh. On va parler maintenant d'Oussama Ammar qui fait parler de lui depuis quelques jours parce que son manoir en Normandie va être détruit. Alors son manoir, c'est un projet qui a commencé en 2010, qui a été construit bâtiment par bâtiment, mais à partir de 2020, ça s'est compliqué parce que l'intercommunalité a dit stop. En effet, pour elle, il y a de nombreuses infractions au code de l'urbanisme, la construction d'un bâtiment sans autorisation, la destruction d'un bâtiment existant, la construction d'une piscine, bref, plein de trucs, sauf que là, c'est acté, le manoir va être détruit. C'est une vidéo un peu plus triste que d'habitude. Je dois vous annoncer que le 9 novembre dernier, la Cour d'appel de Caen a donné tort à Christophe Delaune sur les travaux du manoir. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de manoir? Eh ben, c'est l'histoire de Christophe, qui a voulu construire une maison qui n'était pas tout à fait dans le permis. Alors on a lu tout et n'importe quoi, comme qu'on avait construit sans permis, qu'on n'avait pas les permis. C'est pas vrai, il y a des permis. C'est juste que Christophe a pas construit exactement en conformité avec ses permis. Et il s'avère que dans l'affaire The Family, mes anciens associés nous ont dénoncés à la communauté de communes et au responsable départemental. Et donc une procédure a été engagée contre nous. Et cette procédure mène donc aujourd'hui à cette décision. D'ailleurs, Oussama, il a décidé de faire quelque chose d'inattendu. Il a décidé de détruire le manoir en live sur YouTube en faisant une petite fête, un live, une conférence exceptionnelle. C'est pourquoi je vous invite en live, oui, vous avez bien entendu, en live, le 29 janvier
à 20h, à assister à la Demolition Party du domaine d'Ablon. Cette Demolition Party va être l'occasion d'inviter des gens, faire des conférences, des interviews, de parler de la situation française, pas pour se plaindre, mais pour se rendre compte de l'absurdité. Et puis on cassera ce manoir pierre par pierre. Et je veux que tout le monde se souvienne qu'un jour, un homme, Christophe Delaune, a bâti l'un des plus beaux objets d'art et d'artisanat de France. Et que la seule réponse des autorités, c'est de le détruire à cause d'un problème de zoning. La seule question qu'on se pose, c'est est-ce que le chef des Yakuza sera là? Après, j'ai un plan pour toi, Oussama. Tu cèdes le terrain à Hakim et il fait 800 maisons dessus. Me remercie pas. Séquence qui a beaucoup tourné sur les réseaux. Mathieu Delormeau qui parle de son rapport avec l'argent. Est-ce que l'argent fait le bonheur ou pas? Lui a l'impression de dire que non. Ce que je vais dire va évidemment choquer les gens. Je viens de vous dire, j'ai gagné 18 000 € par mois à l'époque, mais j'avais pas de patrimoine, pas de machin, tout ça. C'est horrible de dire cette phrase-là, mais après, j'ai gagné beaucoup plus d'argent, j'ai eu une société, donc après, tout s'est développé. Et plus ça s'est développé, plus j'ai eu d'argent, plus j'ai eu de société et tout ça. Et en fait, plus j'ai été malheureux. J'étais bien plus heureux, mais même avec moins d'argent, mais bien plus heureux dans cette période qui était simple et tout ça que... Bah, simple à 18 000 €. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. J'avais pas de société, j'avais pas de machin, j'avais pas... Après, j'ai voulu acquérir des appartements, des sociétés, des machins. J'ai voulu voir trop grand et t'as voulu péter plus haut que ton cul. Voilà, un petit peu. Que je t'ai dit cet été. Un petit peu, un petit peu. L'important, c'est ce que tu es heureux. Oui. Aujourd'hui ? Ouais. T'as 2 heures? Non. Heureux. C'est bien la question. Non, je dirais non. Là, t'es mieux que il y a 6 mois. Évidemment. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais te demander, mais bon, on en parlera plus tard. Peut-être passer à 4 fois par semaine, parce que le meilleur moment de ma journée, c'est ici. Oh, ça me fait plaisir, mon chéri. Ah, je te le dis vraiment, je rigole, j'adore, je regarde pas leur passer. Oh, mon Dieu. Mais tu ne veux pas prendre la place de quelqu'un? Bien sûr, mon bébé. Non, je ne vais pas prendre la place de quelqu'un. Mais si tu prendras la place de quelqu'un, t'inquiète pas. J'ai dit comme Chana. Mais non, t'inquiète pas, mais non, tu prends la place de personne. Et qu'est-ce qui... Parce que toi, je te dis la vérité, et je le dis aux téléspectateurs, en termes de talent, en termes je te le dis, et en termes de potentiel, tu es, je le dis, hein, je l'ai toujours dit, je l'ai même dit à Raymond encore. On en a parlé ensemble, là encore, il y a une semaine. Je lui disais, Mathieu, pour moi, c'est le plus gros talent, le plus grand talent que j'ai connu. Alors, messieurs, dames, il faut quand même que je vous raconte quelque chose. On vante souvent la sécurité à Dubaï, et pour y avoir été, c'est vrai. Sauf que le mardi 11 novembre, donc quand on y était, eh bien, il y a un couple qui a été retrouvé démembré et enterré dans le désert à Dubaï. Et ce genre de choses à Dubaï, c'est extrêmement rare. Un escroc russe et sa femme retrouvés démembrés dans le désert à Dubaï. Les corps de Roman et Anna Novak ont été retrouvés non loin de la réserve naturelle du Dubai Desert Conservation Reserve. Tous deux avaient disparu depuis le 2 octobre alors qu'ils étaient en voyage pour rencontrer de potentiels investisseurs. Selon les enquêteurs, ils auraient été enlevés par un groupe de criminels qui cherchaient à accéder à leurs fonds sur leur compte bancaire. Roman Novak était un entrepreneur russe qui évoluait dans le secteur de la crypto-monnaie. En 2020, il a été condamné à 6 ans de prison en Russie pour fraude à grande échelle. Après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle, lui et sa famille étaient partis vivre aux Émirats Arabes Unis où il a fondé une application de crypto-monnaie. D'après les autorités russes, 7 personnes ont été interpellées en Russie. Une enquête a été ouverte en collaboration entre la Russie et les Émirats Arabes Unis pour meurtre et enlèvement. Une chose vraie aussi, c'est qu'à Dubaï, il y a beaucoup d'escrocs, beaucoup de scammers qui vont se planquer là-bas, tout simplement parce qu'en termes de sécurité, ça leur offre un confort qu'ils n'auraient pas dans leur pays d'origine. D'ailleurs, hasard de dingue, quand j'y étais, Hakim Benatman y était également. Est-ce qu'on s'est croisés? Absolument pas. Parlons maintenant de Donald Trump et de l'affaire Epstein. Epstein, on s'en fout au final, enfin on s'en fout pas de l'affaire, elle est très importante, mais c'est la prononciation. Donald, il est dans la merde là. Ouais, encore une fois. En fait, plus le temps passe, plus Trump est lié à cette affaire et ça commence à faire grincer des dents, même dans son propre camp. Donald Trump dans l'embarras après de nouvelles révélations dans l'affaire Epstein, un scandale d'exploitation sexuelle. Une série de mails envoyés il y a des années par le criminel Jeffrey Epstein lui-même, des échanges qui semblent mettre en cause le président américain. Bien sûr, Donald Trump savait à propos des filles.
Le chien qui n'a pas aboyé, c'est Trump. Une victime a passé des heures chez moi avec lui. Je suis celui qui peut faire tomber Trump. Ces mails viennent d'être diffusés par les députés démocrates. Selon la Maison-Blanche, ils ont été divulgués de façon sélective pour fabriquer un récit mensonger. Donald Trump martèle. Les démocrates utilisent la supercherie de Jeffrey Epstein pour essayer de détourner l'attention de leurs échecs successifs. L'affaire Epstein, un trafic pédocriminel tentaculaire à la portée internationale. Le prince Andrew, par exemple, a perdu son titre suite à des accusations d'agression. D'autres grands noms sont cités, mais seul Jeffrey Epstein et son ex-compagne ont été arrêtés et condamnés. Mais en 2019, Epstein est mort en prison, officiellement d'un suicide, juste avant un grand procès. Depuis, les spéculations vont bon train et passionnent le camp républicain. Pendant la campagne, Donald Trump promet que tous les dossiers de l'affaire seront rendus publics, notamment la liste des clients de Epstein. Allez-vous déclassifier les dossiers Epstein? Oui, oui. Mais depuis qu'il est à la Maison-Blanche, il a fait volte-face. Seuls quelques fichiers ont été publiés, l'affaire a été classée par le FBI et Donald Trump ne veut plus en entendre parler. Cette affaire, c'est pour faire diversion. Ce sont des conneries. Donald Trump n'a jamais été accusé de quoi que ce soit par une des victimes. L'ex-compagne de Epstein l'a dédouané depuis sa cellule. Mais l'amitié passée entre les deux hommes déchaîne les spéculations, tout comme les révélations successives. L'été dernier, c'était ce dessin adressé à Epstein. Une silhouette de femme signée Donald Trump, mais le président nie toujours en être l'auteur. Le Congrès a créé une commission d'enquête. Les élus démocrates en ont fait leur cheval de bataille, jusqu'à accuser le directeur du FBI de dissimulation. À la demande d'élus démocrates, mais aussi républicains, il y aura un vote au Congrès dans les prochains jours pour exiger que le ministère de la Justice dévoile l'intégralité des dossiers de cette affaire. Le feuilleton est donc loin d'être... Séquence magnifique. Franchement, ça faisait très longtemps que je n'étais pas tombé sur une pépite pareille. Magali Berda, elle a tenté de justifier sa condamnation. Vous savez, quand elle a volé plus de 200 000 € à Jean de Leplanque, cet homme de 96 ans. Enlevez tous les objets contondants autour de vous, vous allez vouloir vous crever les oreilles et les yeux. Faire une vidéo parce que je vois beaucoup de choses. Vous savez, j'ai été invitée sur le plateau de France Télévisions sur C'est ce soir la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Et il y a eu beaucoup de commentaires sous la vidéo en disant oui, comment ça se fait, vous faites venir une multirécidiviste condamnée, non, 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 non. Alors il y a la vie, il y a la vraie vie et il y a la vie des réseaux sociaux. Il y a la vraie vie où il se passe des choses dans une vie que vous connaissez pas et que vous n'avez pas le contexte. Et il y a la vie des réseaux sociaux où on vous invente des multi-condamnations. Alors non, j'en ai une. J'en ai une. Alors oui, j'ai été condamnée pour des faits d'il y a plus de 10 ans. Et je le dis parce que je crois que je sais pas, on dirait que j'aurais dû être jugée à la peine de mort. Parce que en fait, je trouve ça aberrant qu'on me ressorte ça toute ma vie en fait. Ça fait plus de 10 ans. 10 ans, il s'en est pas laissé des choses. Entre temps, à l'époque, je travaillais dans les assurances. Alors je vais y répondre parce que en vrai, je me dis pourquoi j'y réponds pas en fait. Parce que quand je lis vos commentaires, je me dis si, enfin, vous savez vraiment pas. Donc il y a plus de 10 ans, effectivement, j'ai emprunté de l'argent à un monsieur. Pourquoi? Parce qu'on était dans une société qui était dans un... Voilà, comme vous le savez, je travaillais dans les assurances et à cette époque-là, il y a une loi qui est passée qui a rendu... Moi, je vendais que de la mutuelle santé. Et à l'époque, il y a une loi qui est passée qui a obligé toutes les entreprises à faire des mutuelles pour les employés. Et moi, je vendais que ça. Donc du jour au lendemain, ça retrouvait sans boulot parce qu'on ne pouvait plus vendre de mutuelles aux gens puisqu'ils étaient obligés de l'avoir par leur travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on s'est retrouvés vraiment dans la merde. Et il y avait plus de... Je sais plus combien, il y avait une tonne de salariés à l'époque, etc. Et vous savez, quand vous avez des humains en face de vous, c'est pas la même chose, malheureusement, et heureusement d'ailleurs aussi, que l'URSSAF, etc. Vous voyez, donc on avait une telle pression parce que ces gens-là, on ne pouvait pas les abandonner, les laisser dans la merde, que j'ai emprunté de l'argent, non pas pour aller payer des vacances ou des voitures ou des kiffs dans ma vie, pour payer ces gens-là et essayer de pas les laisser dans la merde, quoi, tout simplement. Elle lui a emprunté de l'argent. Bon, on rappelle quand même les faits, hein. Un jour, Jean de Leplanque veut retirer 5 000 €. La conseillère refuse. Elle regarde l'état de ses comptes. Il était à découvert de 40 000 €. Rapidement, une enquête est ouverte. Une expertise psychiatrique est faite. Et on se rend compte
que M. de Leplanck est dans un état de particulière vulnérabilité. M. de Leplanck, il a 96 ans, il vit avec sa femme qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et ses fils sont à l'étranger. Si Magali Berda dit que c'était de l'emprunt, c'est parce qu'effectivement, elle a rendu à quelques moments de l'argent, enfin, elle a fait des chèques, en tout cas, le problème c'est que les chèques étaient sans provision. C'est pas ce qu'on appelle un prêt, ma galoche. Et puis de toute façon, si elle a été accusée d'abus de faiblesse et de blanchiment d'argent, parce qu'il y a le blanchiment aussi, hein. Elle dit que c'était pour payer les employés, tout ça, pas à nous. T'as été condamné pour blanchiment d'argent. L'argent est passé d'entreprise en entreprise pour être retiré en espèces. Arrête tes mensonges. Stop. D'ailleurs, en parlant de culot, non mais Jean-Marc Morandini, qui est outré parce qu'un violeur, un agresseur sexuel, une personne qui a violé sa belle-fille alors qu'elle était mineure, a fait seulement 2 mois de prison. Le culot du mec, alors qu'il est inscrit au fichier des infractions sexuelles, il a été condamné en mars 2025 pour corruption de mineurs aggravée, il a été condamné en janvier 2025 pour harcèlement sexuel, et le mec est outré. Le mec a eu une obligation de soins, il est interdit de travailler avec des mineurs et il est outré. Non mais c'est quoi cette chaîne de fous? Et les druides assis autour de la table, hein, ça va, c'est tranquille d'être outré pour une personne. Bon ça c'est normal, mais de collaborer avec un pédo comme Morandini, ça va, on vous dérange pas? Une affaire qui, moi, m'a intrigué, voire révolté ce matin. C'est la lettre d'une jeune fille qui s'appelle Isaline et qui a écrit au garde des Sceaux Gérald Darmanin. Alors son histoire fait froid dans le dos parce qu'elle a été violée pendant près de 6 ans par son beau-père alors qu'elle était mineure. L'homme de 62 ans a été condamné par la cour d'assises du Morbihan à Vannes à 12 ans de prison pour agression sexuelle sur sa belle-fille. Donc jusque-là, tout peut paraître normal. Mais figurez-vous qu'il a été libéré après seulement 2 mois d'incarcération. Il avait fait appel et il s'était plaint des conditions d'incarcération. Il trouvait qu'en prison, c'était insupportable parce qu'il y avait trop de monde dans sa cellule. Isaline est dévastée, bien évidemment, en apprenant que cet homme est dehors aujourd'hui, après avoir fait seulement 2 mois de prison. Mon soutien déjà, Isaline. Ouais, mais déjà, bon. Oui, attendez. Et je non, mais on la soutient tous. Bien sûr, mais je suis scandalisé. La réalité, c'est ça, c'est que cette situation, elle est incompréhensible. Vous voyez? Et moi, je vous le dis avec beaucoup de puissance. On marche sur la tête. En France, on marche sur la tête. Bah ouais. On marche sur la tête. Et ces personnes-là, ils se comportent pire que des animaux. Et même, je parle, ces humains qui laissent cet homme en liberté pour 2 mois. Non, il doit être sanctionné lourdement. Et j'irai même plus loin. La prison, c'est pas assez. La prison, c'est pas assez. C'est de la castration chimique qu'il faut lui faire. Alors ça, c'est une autre étape et c'est un autre débat. Il paraît que c'est volontaire. Oui, ouais, c'est un autre débat. Soyons sérieux, parce qu'on doit aussi protéger nos enfants. Parce que là, on parle de mineurs. Et là, la réalité, c'est qu'elle est là. Aujourd'hui, cette jeune fille, c'est une double peine. Elle est agressée sexuellement et elle est agressée psychologiquement. Ah ouais. Et ça, c'est pour toute la vie. Magali Berda a organisé sur Sud Radio un débat dangereux entre Thomas Guénolé et Franck Tapiro. Est-ce que la paix entre Israël et Palestine est possible? Alors, pourquoi c'est dangereux? Déjà, elle n'est pas totalement neutre sur le sujet, et surtout simplement parce que le sujet est épineux. Thomas Guénolé, est-ce que vous pensez aujourd'hui, on voit un peu tout, acte de résistance, pas résistance, attentat, pogrom, c'est quoi pour vous le 7 octobre? C'est une abomination. C'est absolument horrible, et la place de tous ceux qui ont fait ça de près ou de loin, à mon avis, sauf accord de paix qui ferait qu'ils y échapperaient, malheureusement ça arrive, mais sauf ce cas-là, leur place à tous est en tôle. Voilà, c'est tout. Donc on n'est pas sur un acte de résistance. Mais attendez, moi ma limite, c'est est-ce que tu as buté des civils? Voilà. Et là, c'est pas possible. Donc sur ça, vous êtes d'accord tous les deux? C'est une question de cohérence. Excusez-moi, sur Sud Radio, on l'a fait. Est-ce que vous pouvez me répondre sur ça? Vous êtes d'accord tous les deux? Mais quand Israël a fait de la résistance, d'ailleurs, avant l'indépendance, ils ont fait péter un hôtel où il y avait des militaires, et malheureusement, il y avait quelques civils qui étaient présents alors que normalement ils devaient pas être là, et ils se sont tout de suite excusés. Parce que la vraie résistance, quand elle est militaire. On s'attaque à des militaires. Donc on attaque les civils quand on tape sur les civils. Après, en nombre de morts civils, ce qu'a fait Israël, c'est factuel, est beaucoup plus grave que ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, en nombre de morts. C'est factuel. Voilà, alors c'est factuel. C'est-à-dire qu'on a 60 000 morts, minimum. Source israélienne, pour le coup, hein, l'ancien chef d'état-major. On a 60 000 morts minimum, et de l'autre, on a 1000 morts. Ah, vous savez, donc en fait, Israël a commis 60 fois, en nombre de morts,
les attentats du 7 octobre. Alors non. Si les vies humaines ont la même valeur, et si on est cohérent, il y a un problème. Alors voilà, là où j'ai un problème, c'est là. Et là, tu me reconnaîtras une cohérence, c'est que quand je dis que les auteurs des attentats doivent tous finir en tôle, je dis aussi, et pour les mêmes raisons, que Netanyahou doit finir en tôle. Parce que c'est pas l'attentat qui a mis Netanyahou. Non, mais c'est des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. En droit. Alors, Franck, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il vient de dire? C'est très simple. Une vie vaut une vie. Une mort ne vaut pas une mort. Ouais, on n'est pas d'accord là-dessus. Bah oui, quand on assassine un enfant, qu'on le décapite, et quand on viole ses parents devant lui avant de le décapiter, c'est pas la même mort que quand il y a une réponse militaire légitime, non pas face à un peuple, mais face à des terroristes qui se cachent dans des sous-sols, derrière la population. Les premiers agresseurs des Palestiniens, c'est le Hamas. Donc, ce sont des victimes collatérales. Donc, c'est vrai qu'Israël a tout fait pour éviter des morts civiles. On savait très bien pourquoi, parce qu'ils se planquaient dans des tunnels. Le Hamas a dit, les tunnels, c'était pour nos combattants, un crime de guerre, pas pour la population. Ils l'ont dit, et pas qu'une fois, tu le sais très bien. Mais tu viens de reconnaître un crime de guerre en donnant les proportions. Pas du tout. Parce que quand tu tues un civil pour tuer un combattant ennemi, quelle que soit ses qualifications neutres, dans ce cas-là, oui, la proportion des morts civiles, si t'es déjà à 1 pour 1, t'es déjà dans du crime de guerre. Non mais, si, je parle, pour l'instant, j'ai comparé et donc, ça. Tu me confirmes que Netanyahou est un criminel de guerre. Pas du tout. Puisque c'est une guerre, et dans une guerre, il y a malheureusement tout le temps des guerres. Même la guerre a des lois. Qu'est-ce que vous pensez du Hamas, des actions du Hamas par rapport aux civils palestiniens, Thomas Guénolé? Je l'ai déjà dit tout à l'heure que c'est abominable. Non, par rapport aux civils palestiniens. Ah, par rapport aux civils palestiniens, vous parlez des tabassages ou des choses comme ça? De se planquer derrière les civils, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est que c'est abominable. Je vois pas où. Donc vous condamnez. Non mais je comprends pas la question en fait. Oui, est-ce que vous condamnez aujourd'hui le Hamas? De quoi? De manière générale, en tant que tribunal? Est-ce que vous, moralement, vous condamnez le Hamas? Ma limite, je vous ai déjà dit, moi, ma limite, c'est est-ce que tu butes des civils? Le Hamas bute des civils, sa place est en prison, ceux qui perpètrent ça, et même chose pour Netanyahou et toute sa clique, parce qu'ils font des morts civiles dans des quantités abominables. Collatéral avec une guerre légitime. Tu peux pas dire que c'est collatéral quand 70% des victimes sont des civils, enfin. Mais ça suffit. Stop. Ici, vous êtes chez moi. Oui, c'est vrai. Vous vous taisez. Merci de ton invitation. On adore. Ouais. Ah, j'adore être une femme comme ça. Alors, une femme de poigne. On va terminer par une ancienne candidate de télé-réalité devenue influenceuse. Elle s'appelle Sarah Frézou. Et en ce moment, ça va pas du tout. Elle est en crise totale, en tempête émotionnelle. Et alors, certains en rigolent, certains sont inquiets. En tout cas, elle en peut plus. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on me pointe du doigt. Ça fait 5 ans qu'on m'accuse de choses que je n'ai jamais. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on me pointe du doigt. Ça fait 5 ans qu'on m'accuse de choses que je n'ai jamais faites. Ça fait plus de 5 ans que frère. Oh, j'essaye de m'en sortir en amour. J'ai 33 ans. J'ai pas d'enfant. Je peux pas avoir d'enfant normalement. Tout le monde me casse les couilles. Ça y est, je craque. Je m'en bats les couilles. Je craque. Je suis en roue libre. Ah, vous savez c'est quoi? Voilà, j'arrive plus à respirer. Voilà, y a pas un matin où j'espère ne pas me réveiller, frère, les gars. Voilà. Oh, moi, je vais vous dire la vérité. Oh, bah, vous avez vu? Vous rêvez tous d'oseille. Voilà, il est pas là le bonheur. Voilà, qu'il est pas là le bonheur. Sur le Coran, l'argent ça ramène que de la merde. Ouais, ok. Oh, vas-y, t'es dans un Porsche. Ouais, t'as des voitures. Ouais, t'as des sacs de luxe. Ouais, t'habites à Dubaï. Ouais, là. Mais je m'en bats les couilles. Tout ça là ne rentrera pas dans ma putain de tombe. Oh, vous êtes en train de détruire une femme. Madame, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où mardi, on continue à regarder, analyser le reportage d'Off Investigation sur Jean-Marc Morandini. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo action. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la